Madame la ministre, j'ai reçu de Monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. Et je passe la parole à Monsieur Michel Larive pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Vive le sport! Il faut au moins que ce soit dit une fois dans cet hémicycle. Le projet de loi que vous portez sur l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est un projet exclusivement financier. Il n'a aucun lien ni de près ni de loin avec le domaine sportif proprement dit. Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. Mais écoutez, monsieur, vous allez apprendre des choses. Le grand bénéficiaire de votre projet, c'est le capitalisme triomphant. Vos Jeux devraient coûter 6,5 milliards d'euros, dont une bonne partie... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dont une bonne partie sera financée par le contribuable français. Je dis devrait parce que lorsqu'on connaît le budget initial des Olympiades précédentes et leur résultat final, nous sommes en droit de douter de la pertinence effective de cette enveloppe. 6,5 milliards d'euros, c'est suffisant pour construire 25 hôpitaux de campagne. Mais M. Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, m'a affirmé, lors de son audition en commission, que ce budget serait tenu. En même temps, il interpellait le Premier ministre sur les conséquences qu'aurait un retard des travaux du Grand Paris sur le budget des Jeux Olympiques et il admettait à demi-mot que l'affaire était mal engagée. Aujourd'hui, dans un article, Le Parisien nous informe qu'un rapport établi par les rapporteurs de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports et du Conseil général de l'environnement pointe de possibles dérapages. Il évoque de réels risques à la fois de non-réalisation dans les délais de certains équipements, mais aussi de surcoûts importants concernant les JO de 2024. Le cluster du Bourget, qui devait accueillir le village des médias, et le centre nautique de Saint-Denis sont dans le viseur. Ce dernier, évalué à 130 millions d'euros, pourrait voir son budget être au minimum multiplié par 2. L'impact social et environnemental de cet événement sera beaucoup plus négatif que vous nous donnez à espérer. Outre la pollution visuelle émanant de la multiplicité des publicités autorisées, la pression immobilière autour du village olympique générera fatalement une augmentation des loyers, comme à Londres, où ils ont été multipliés par 5. Le risque d'une gentrification de la population des quartiers concernés est réel. Des milliers de bénévoles passionnés par le sport prendront part à l'organisation de ce grand événement. Les tâches qui leur sont affectées et les amplitudes horaires de leur disponibilité au service de cette organisation sont souvent discutables. Les bénévoles n'ont aucun statut social défini. Et pour certains décideurs, cela suffit à les considérer corvéables à merci. Le fait démocratique est bafoué depuis le début du processus de candidature de Paris pour l'accueil de ces Jeux olympiques. Madame Hidalgo s'en était émue et avait émise l'idée d'un référendum sur le bien-fondé de cette candidature. Il est vrai que cette émotion s'est vite dissipée, mais elle avait eu le mérite d'intégrer le fait démocratique dans la conduite de ce processus de candidature. Munich a consulté sa population sur l'accueil des Jeux olympiques d'hiver de 2022. La réponse fut négative, ce qui a entraîné le retrait de sa candidature. Hambourg a fait de même pour les Jeux olympiques de 2024, même résultat, même conséquences. Cette Allemagne, qui vous sert de modèle économique, nous interroge sur vos aptitudes démocratiques. Plus grave encore, vous nous demandez aujourd'hui de voter une loi d'exception qui permet au comité d'organisation de s'émanciper du droit français. En effet, il nous est donné injonction d'approuver une feuille de route préalablement établie par la signature d'un contrat de ville hôte et dont la représentation nationale a été écartée. Ce contrat n'a été approuvé ni par le peuple français, sous quelque forme que ce soit, ni par ses représentants élus par lui. Nous sommes alors en droit de vous questionner sur la légitimité relative de ce type d'accord et sur la valeur qu'il détient pour déroger au droit commun. Dans des articles parus dernièrement, le journal Publicis et d'autres publications détaillent avec moult précision les déviances démocratiques de votre projet de loi. Dans l'article 11 de ce projet de loi, le régime d'occupation du domaine public oblige les villes qui accueilleront cet événement à céder leur espace public à titre gratuit aux organisateurs.
Il contrevient ainsi au Code général de la propriété des personnes publiques. Si on ajoute à cela l'exonération fiscale votée en 2014 pour les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale, les villes qui espéraient des retombées économiques d'un tel événement voient ces ressources potentielles leur échapper. Pourtant, les collectivités territoriales auraient pu croire qu'avec l'investissement qu'elles financeront pour cet événement, soit 209 millions d'euros pour la région Île-de-France, 145 millions d'euros pour la ville de Paris et 135 millions d'euros pour le département de la Seine-Saint-Denis, elles pouvaient s'attendre à un retour sur ces dépenses colossales supportées par les populations locales. L'article 7 stipule que les constructions, installations et aménagements temporaires sont dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Pour les installations permanentes, l'enquête d'utilité publique n'est plus nécessaire. Seule une étude d'impact est requise. En prime, toutes les constructions futures bénéficieront des mesures du code d'expropriation en vue de la prise de possession immédiate des lieux. L'article 3, lui, propose de déroger au code de l'environnement en autorisant la publicité dans les lieux où elle est normalement et justement proscrite. Votre texte de loi va jusqu'à valider l'appropriation par le CIO et le CIP de mots de la langue française, que je vais d'ailleurs me faire un plaisir de citer dans cet hémicycle et ailleurs, et ceci autant que bon me semblera: Olympien, Olympique, Jeux Olympiques et Paris 2024. Mesdames et messieurs les députés, au cas où ce texte aurait omis quelques passe-droits pour quelques partenaires, l'article 5 acte le fait que les contrats signés entre la Ville de Paris et les comités internationaux peuvent comporter des clauses compromissoires. Au moins, nous voilà avertis. Cette mesure déroge à l'article 2060 du Code civil. Cet article précise que ce type de clause contractuelle ne peut être admis dans un contrat qui concerne les établissements publics et les collectivités, comme Paris notamment. Dans un rapport de 2012, examinant le bilan des Jeux de Londres, l'Assemblée nationale d'alors interpellait le CIO sur les étranges règles économiques des Jeux olympiques. Oui, mais ça, c'était avant, comme dirait un opticien adepte du sponsoring sportif. Nous discuterons ici sur un projet de loi portant sur l'accueil des Jeux olympiques à Paris. Ce texte est symptomatique de l'attitude de l'exécutif aujourd'hui dans notre pays. Il pousse à son paroxysme le concept de post-démocratie, comme le conçoit le sociologue anglais Colin Crouch. Il s'agit de confisquer l'avantage politique à ceux qui cherchent à réduire les inégalités en matière de richesse et de pouvoir, en l'attribuant à ceux qui veulent que ces inégalités reviennent à leur état intérieur sous l'ère pré-démocratique, ce qui correspond en fait à un état antérieur à celui que nous avons connu à compter de la fin du XIXe siècle et durant tout le XXe siècle. La concentration des richesses entre les mains de l'oligarchie financière lui donne d'énormes moyens d'action et d'influence, en particulier avec la maîtrise des médias. Cette démocratie réduite au lobbying et à la défense d'intérêts particuliers supplante l'influence des citoyens et des citoyennes et de leurs représentants. Elle tente à la suppression de toutes les contraintes qui pouvaient peser sur le milieu économique. L'entreprise multinationale devient le paradigme de nos sociétés post-démocratiques. L'État se comporte alors comme une entreprise. Il se débarrasse de ses responsabilités en matière de gestion des services publics. Il confie au secteur privé leur gestion. Il rend poreuse la frontière entre public et privé, provoquant inévitablement des risques de détournement de la chose publique au profit de l'intérêt privé. La relation entre État et les prestataires privés se déroule dans le cadre d'un contrat juridique. Mais les citoyennes et les citoyens, eux, n'ont aucune possibilité d'établir une relation avec les prestateurs, puisque ni le marché ni leurs droits démocratiques ne définissent ce lien. Lorsqu'une institution est privatisée, les citoyennes et les citoyens ne peuvent plus interpeller l'État à propos de la qualité de ses services dans la mesure où ceux-ci ont été sous-traités à un secteur privé. Par conséquent, le service public est devenu un service post-démocratique. Désormais, le gouvernement n'est responsable devant le démos que pour les grandes lignes de sa politique, pas pour leurs applications détaillées. Il perd de ce fait son autorité au profit de ceux qui veulent l'exercer à sa place, aux dépens des citoyennes et des citoyens qui perdent, eux, progressivement leur souveraineté. En post-démocratie, la citoyenneté ne se définit plus comme participation directe à la vie de la cité. Elle se limite à l'énoncé des droits protégeant les individus,
autant que faire se peut et selon les marges définies par l'oligarchie. Celle-ci est dominante, bien entendu. Et puis, il y a ces dirigeants élus parfois confortablement qui considèrent qu'ils sont une espèce rare d'incarnation de leur peuple. Il n'y a rien de pire pour eux que la séparation des pouvoirs. Ils ont passé ce cap de la post-démocratie. Ils agissent de façon autoritaire, ils musellent leur opposition, votent des lois qui intègrent des mesures sécuritaires d'exception dans le droit commun, légifèrent par ordonnance, s'arrogent le droit de détenir la vérité en matière d'information et détruisent les acquis sociaux chèrement acquis durant plusieurs décennies de lutte. Ils installent alors un système autoritaire centralisé qui confine au régalisme de l'ancien régime. Ils neutralisent le pouvoir législatif pour ne faire que des parlements, des chambres d'enregistrement des injonctions du pouvoir exécutif. Ne règne alors qu'un pouvoir exécutif avec des exécuteurs et des exécutants. Je vous demande, mes chers collègues, de prendre conscience de cet état de fait. Nous vivons sous ce régime. La liberté de consommer n'est pas la liberté d'être. L'égalité n'existe plus sous aucune forme aujourd'hui dans notre pays. La fraternité qui peut régner dans le stade olympique est une notion abstraite à l'entendement de nos dirigeants. Vous pouvez accompagner cette marche forcée et en être peut-être un jour redevable devant le peuple français. Ou vous pouvez décider de vous émanciper d'une politique qui ne vous concerne plus et pour laquelle vous n'êtes plus consulté. Les conclusions de la commission mixte paritaire ne tiennent pas compte des propositions que nous avions développées lors de nos précédents débats. Pour son essence antidémocratique, nous réprouvons cette dernière mouture et proposons au vote des représentants du peuple français ici présents une motion de rejet préalable de ce projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Merci beaucoup, Monsieur Larive. Monsieur Cormier-Bouligeon, s'il vous plaît. Madame la ministre, souhaitez-vous intervenir ? Madame la rapporteure pour la commission. Non, nous avons des demandes.